Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h, Philippe David, Cécile de Minibus. Et c'est parti pour une demi-heure de football, les vraies voix du mondial avec des amateurs, des spécialistes. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous. Nadir Kaya est avec nous, François Druget est avec nous. Et puis, commentateur, un vrai journaliste. Une légende. Stop. Un exagérant. Nelson Montfort est avec nous. Bonsoir Nelson, merci d'être avec nous. Bonsoir journaliste. à vous tous, très heureux d'être parmi vous. Bah oui, on comprend, hein, c'est ce que les gens rêvent d'être là, on comprend. En plus, vous êtes poli, Nelson. Non, mais c'est très sincère, comme vous le savez, donc voilà. Alors Nelson n'est pas que journaliste sportif. Nelson a plein d'arcs, de cordes à son arc. Et en l'occurrence, il est comédien maintenant. Vous êtes comédien, Nelson? Oui, c'est une pièce. Au désespoir, au vieillesse. Non, c'est pas c'est un texte qui a été écrit par mon confrère François Artigas, qui est un ancien de Télécap Satellite Hebdo. Il a écrit une comédie qui s'appelle donc Mission Pangolin. Alors je vous laisse imaginer, rien qu'avec le titre, il y a beaucoup de rebondissements et nous sommes au théâtre Montmartre-Galabru, un joli théâtre d'ailleurs, jusqu'au 22 décembre inclus tous les jeudis soirs. Et puis moi j'aime bien citer les autres comédiens puisque Catherine Vidal est avec vous, Alexandre Serré et Emmanuel Cousin, bien entendu. Qui est vraiment énormément de talent. Enfin, ils ont tous du talent. Et voilà, enfin, c'est un joli moment. Et le seul qui est allongé sur le canapé, c'est Nelson Montfort. Oui, d'ailleurs, au vrai sens du mot, parce que c'est également le cas dans la pièce. Voilà. Et on va revenir sur cette actualité football. Et on a également avec nous Clément Pernia, journaliste football, auteur de nombreux livres, une histoire populaire du PSG, une dynastie pour rêver plus grand, et la République du foot, pas le même parti, mais la même passion. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Alors évidemment, le sondage du jour, c'est... Parce que demain soir, à cette heure-là, on sera tous à écouter Sud Radio, où le match sera diffusé en direct. Absolument. France-Danemark, est-ce que vous pensez que la France va gagner ? Eh bien, les auditeurs de Sud Radio sont plutôt optimistes. Vous êtes 54% à dire oui, 26% à voir une victoire danoise et 20% à voir un nul. Bon, un nul qui serait pas un mauvais résultat. Non, ce serait bien. Ça changerait un petit peu, là. Un nul à 19% quand même. À 19%. Maintenant, oui, c'était 20, c'est passé à 19. Et on est passé de 54 à 51 pour une victoire française, là. Enfin, un score qui n'est pas soviétique dans les sondages. Mais ça arrive. Comme quoi, le foot réveille plus le débat et la controverse que la politique. Clément, on va te donner la parole en premier, faire réagir nos vraies voix. Il y a de quoi les craindre, ces Danois, après 2 défaites chez nous et chez eux dans les 6 derniers mois. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi avant le mondial. En revanche, j'ai regardé leur match contre la Tunisie et ils ont été plutôt cueillis à froid. Enfin, c'est une équipe tunisienne assez agressive, assez présente. Et je les ai trouvés assez timorés, ces Danois. J'étais même désagréablement surpris. Effectivement, ils nous avaient posé beaucoup de problèmes dans le jeu. Ils nous avaient même battus. Et finalement, je n'ai pas été bluffé ni impressionné par cette équipe danoise. J'ai envie de te dire que c'est plutôt l'agressivité tunisienne et leur envie et leur abnégation qui me fait un peu plus craindre le 3e match. Je pense que les Bleus peuvent relativement bien s'en sortir demain. Attention évidemment à une réaction d'orgueil des Danois qui ont été déçus évidemment de ce match nul contre la Tunisie. Nelson qui a mis une tenue à la couleur du maillot du Danemark, ce qui est surprenant. Non, ça c'est un hasard quand même. Non, c'est un hasard. Excusez-moi, nous sommes en radio. Je vais être obligé d'appeler la sécurité pour vous évacuer. C'est pas possible. Alors, moi j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour cette équipe danoise. Je veux dire, c'est vraiment un petit pays, mais un petit pays qui tient à la dragée haute et pas seulement en football. Moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce genre de pays scandinaves, dont la démocratie est un exemple. Vraiment, enfin là, nous débordons du cadre. On est tous sociaux-démocrates du football vers le Danemark. Non, mais c'est vrai que c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. J'y suis déjà, enfin je m'éloigne un peu de la question, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Il y a une vraie gentillesse chez ce peuple et tout. Donc moi il y a 20% de vos auditeurs qui pronostiquent un match nul. J'irais bien vers un match nul. Bon, une victoire française semble dans les cordes, mais pour le cœur, j'irais bien vers un match nul, du genre 2-2. Enfin voilà. Nadir, vous êtes d'accord avec Clément quand il dit que contre la Tunisie, finalement, ils n'ont pas été si impressionnants que ça? J'ai vu un petit résumé, effectivement. Je pensais que le Danemark allait quand même gagner face à la Tunisie, même si la Tunisie était intéressante dans son jeu et dans son agressivité, ça a été dit. Et je une Tunisie qui a pris 5 buts contre le Brésil au Parc des Princes il y a quelques semaines. Tout à fait. Oui, bon après c'était un petit match, on va dire, voilà, amical.
amical. Moi, je pense que la France va gagner nettement. Pourquoi? Alors là, le Danemark vient avec l'envie de revanche. Voilà, le premier match, ils font un match nul. Donc là, ils ont cette obligation quelque part de faire mieux et si possible de gagner. La France, elle vient différemment. Elle a quand même gagné, mais elle doit confirmer parce que ce qui s'est passé dans le premier match, oui, c'est sûr. quand vous avez regardé les 10 premières minutes, moi j'étais abattu, on pensait que c'était fini, l'effet Benzema, les successions de problèmes de santé pour certains. C'est Liliane fait les valises, on rentre à Paris. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu une dynamique collective. On a vu une dynamique collective et à tous les niveaux, il y avait de la cohérence et il y avait cette envie de jouer. Donc, et on a bien fini. Donc si on reste sur cette dynamique, je pense que la France peut gagner nettement face au Danemark. François de Rugy. Moi, je dis Positif. aux supporters des Bleus qui nous écoutent, ne vous laissez pas endormir quand Nelson en fait. Ça suffit. Il faut soutenir les Bleus. Je les soutiens. C'est un endroit sympathique où on peut aller faire du vélo à Copenhague. Mais là, il s'agit de football et il s'agit de soutenir les Bleus qui doivent gagner et qui peuvent gagner parce qu'il y a aussi, sans doute, une soif de revanche des Bleus puisque le dernier match contre le Danemark, Les deux derniers ont été perdus. Donc, ça mérite que les Bleus, évidemment, se sentent en état de vouloir gagner ce match. Clément, si c'est un test beaucoup plus valable que contre l'Australie, si vous aviez à indiquer votre crainte pour l'équipe de France, quelle ligne vous inquiète plus que d'autres ? Forcément, on a pas mal d'incertitudes en défense. J'ai vu via plusieurs sources qu'il devrait y avoir quelques changements. Benjamin Pavard devrait être remplacé au poste d'arrière droit. Par Jules Koundé. Par Jules Koundé. On sait que Raphaël Varane, il y a une incertitude sur son état physique. Il viendra. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va être préservé? S'il joue, est-ce qu'il sera à 100%? Dans ce cas-là, question inverse, faut-il le faire jouer s'il n'est pas à 100%? Voilà, malgré tout, c'est vrai qu'on a peu de repères en fait, parce que l'Australie, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste un adversaire très faible. C'est l'une des 3 équipes les plus faibles que j'ai vues depuis ce début de mondial. Ouais. Donc effectivement, la ligne où on a moins de certitude, c'est la ligne défensive. Là, il y aura un adversaire un peu plus coriace en face. Et si je devais ressortir une ligne dont j'ai le moins de certitude, ce serait la défense, puisque devant, il y a du matériel quand même très intéressant, on l'a vu. Et en milieu de terrain, la paire Tchouaméni-Rabiot, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui ont déjà l'habitude du haut niveau. Donc j'ai moins d'inquiétude, notamment par rapport au premier match d'Adrien Rabiot. Mais ce que disait Nelson, c'était quand même très intéressant. C'est un tout petit pays, c'est 5 millions d'habitants, je crois, le Danemark. Ils ont quand même sorti des joueurs fabuleux sur les 30-40 dernières années. Simonsen, Elkjær Larsen, les frères Laudrup, etc. Ouais. Oui, c'est comme ça que j'ai cru Dansbollspil Union, parce que j'avais le maillot du Danemark il y a quelques années, Cécile. C'est pour ça que ce que vous dites. C'est parce que j'en avais un que je portais régulièrement. Sans parler des gardiens de père en fils qui sont voilà, justement. Donc non, c'est exact, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que si on doit faire match, parce que je pense qu'on devrait battre la Tunisie. Si on doit faire match nul, je parle pas de défaite. Hein, c'est peut-être demain. Voilà. Oui. Et contre une équipe que je considère, mais je crois que tous les amoureux de football sont de mon avis, comme très attachante. Donc voilà. Mais courte victoire de la France 2-1 ou match nul 2-2. Voilà. Moi j'ai envie de vous demander qui peut marquer du côté français. Il y a à votre avis. Le Philippe Bilger de l'attaque. Kylian va marquer, c'est évident. Kylian, ok, très bien. Un joueur danois contre son camp. Ce qui est intéressant, le point fort de l'équipe de France, si je peux me permettre, c'est l'attaque. Entre Mbappé, Giroud, il est ce qu'il est, mais il est quand même pour l'équipe de France. Il marque, il est là aux grands événements. Dembélé qui a été très intéressant sur la première partie. Griezmann aussi, un coup de patte pied gauche, enveloppé, peut marquer. C'est ça, c'est qu'il y a tellement de possibilités avec tout, n'importe quel attaquant. Ça fait donc ça. On peut parler d'Mbappé avec une lancée, une accélération, une frappe enveloppée comme il fait si bien. Il ne marquera pas. Mais tout le monde a marqué. Tout est possible en Coupe du Monde. Le premier but a été marqué par un demi-récupérateur, Rabiot, François. Oui, mais et qui a réveillé l'équipe de France. Ceci dit, je pense que ce que dit Nadir est le plus important. C'est quand même, enfin, moi je trouve que c'est ce qui est le plus important dans une équipe, c'est quand même l'attaque. Bien sûr, la défense. Il peut avoir une défense, l'animation. S'il y a personne qui marque. Et pour la beauté du jeu, alors c'est peut-être mon côté nantais, même si à Nantes on a un peu perdu malheureusement la beauté du jeu nantais. C'est un jeu d'attaque. Et donc, je pense qu'il faut se féliciter d'avoir cette attaque qui peut marquer des buts. Clément, est-ce que le grand changement par rapport à 2018, en 2018, le point fort de l'équipe de France, c'était le milieu de terrain avec Kanté, Pogba, Matuidi et Griezmann que je mets en milieu de terrain, et cette année c'est vraiment le secteur offensif. Est-ce que c'est pas ça le gros changement ? C'est un changement par défaut, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que c'est parce qu'on a des accents et des blessés. Sinon, c'est on aurait plus ou eu moins Pogba et Kanté, oui, c'est vrai.
Sinon, c'est plus ou moins la même équipe. Mais tu as raison, il y a quand même un changement dans l'animation de Didier Deschamps, c'est qu'il rajoute Ousmane Dembélé devant, qui n'était pas titulaire. Donc, c'est-à-dire qu'il rajoute un élément dans le secteur offensif. Donc, peut-être que c'est lié effectivement à l'absence de milieu de terrain. Peut-être que c'est aussi une volonté de sa part de proposer davantage de jeux. Parce que c'est vrai que l'équipe de France est souvent taxée de proposer peu de spectacles et de se reposer sur ses individualités comme Kylian Mbappé ou plus récemment Karim Benzema. Là, il n'y a pas de Benzema, donc il faut trouver des alternatives. Et oui, effectivement, c'est vrai que nous en France, on est pas mal critiques sur le niveau de l'équipe de France. Beaucoup sont pessimistes sur sa capacité à être champion du monde une deuxième fois. Mais quand on va à l'étranger, quand on regarde ce que disent les étrangers, notamment en Espagne ou en Amérique du Sud, ils regardent notre équipe, ils disent waouh, l'équipe de France, c'est favori, c'est parmi les favoris. Ils voient Mbappé, ils voient Dembélé, ils voient Griezmann, ils voient Giroud, ils disent ah ouais, l'équipe de France, ça fait partie des 3-4 favoris. Et c'est vrai que les étrangers, ils ont ce regard-là plus optimiste sur l'équipe de France que nous-mêmes. Ça, c'est vrai. On est très critique sur notre équipe. Clément, est-ce que l'Espagne vous a beaucoup impressionné ou pas du tout? Ah bah offensivement, avec cette but, c'est sûr mais c'est un Clément. Ça marche. Ça marche, Clément. Mais je ne parle pas de l'équipe en face. Est-ce que c'était remarquable ou pas? Oui, bah alors c'est vrai que l'équipe d'Espagne, on l'attendait parce que il y avait pas mal on avait peu de repères, il y avait pas mal d'individualités intéressantes et personne ne savait vraiment ce que ça valait. Oui, elle a été impressionnante cette équipe d'Espagne parce que c'est vrai que l'adversaire était faible, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose en face et en même temps il fallait faire le métier, il fallait faire le boulot, il fallait proposer du jeu, être cohérent pendant 90 minutes. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu aussi des séquences de jeu très très intéressantes. Il y a à l'image de l'identité de l'Espagne, hein, c'est des joueurs petits, très techniques, très doués avec le ballon, qui jouent beaucoup au Barça pour la plupart, notamment le milieu de terrain, c'est le milieu du Barça. Oui. Mais même défensivement, ils ont des joueurs intéressants. Donc oui, ça va être à confirmer. Et ce qui est très intéressant là dans le cas de figure de l'Espagne, c'est qu'ils ont la possibilité d'éliminer l'Allemagne dès dimanche. On en parlera, Clément Pernia, et on revient dans un instant avec une information. Une info tombe, oui, c'est une mise en place effectuée à l'entraînement ce vendredi, ça vient de tomber. Jules Koundé était latéral droit au détriment de Pavard et Raphaël Varane serait titulaire. Je croyais que vous alliez nous donner une nouvelle importante. C'est une nouvelle importante. Moi, ça me fait peur pour Varane qui pourrait se reblesser. Mais bon, c'est compris. La nouvelle importante, c'est qu'on revient dans un instant. On a encore un quart d'heure. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix. Sud Radio, les vraies voix du mondial. 18h30, 19h. Philippe David, Cécile de Minibus. On vous souhaite la bienvenue dans le vestiaire de Sud Radio avec une équipe. Ouais, non. Ça sent l'homme en tout cas. Philippe Bilger est avec nous, Nelson Montfort est avec nous, Nadir Kaya est avec nous, François Drugy bien entendu, 0826 300 300 et Clément Pernia, journaliste football, auteur des livres Une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion PSG 2010-2020. Avec nous au 0826 300 300, on va revenir sur cette information du Parisien il y a quelques instants. Et c'est pour l'équipe type. Alors Nelson voulait prendre la parole juste avant la pause. Oui, parce qu'on vient de parler, je crois que c'est Nadir, de l'équipe d'Espagne qui a infligé un carton terrible au Costa Rica. Alors moi, j'ai quand même beaucoup de peine pour le gardien du Costa Rica, que vous connaissez tous, qui cire le banc du PSG depuis 6 mois et qui a quand même gagné 3 fois la Champions League avec le Real Madrid. Je trouve que c'est une fin de carrière à la fois difficile et injuste psychologiquement. C'est pas le mettre en confiance que de le mettre sur le banc pendant 6 mois. Et là, en plus, je ne sais même pas s'il va jouer le deuxième match avec un carton pareil, parce qu'évidemment quand on perd, je sais pas, j'ai pas vu la rencontre, mais quand on perd 7-0, abandonné par sa défense. Oui, mais enfin 7 fois quand même. On peut pas dire que le gardien ait fait une très grande partie si on perd 0-7. Enfin, je ne sais pas. Ça risque d'être pire s'il est vraiment remplacé. Oui, voilà, c'est dire la valeur du gardien remplaçant du Costa Rica. Je ne sais Clément, pas. pour répondre à Nelson, c'est vrai que c'est triste pour Keylor Navas, un gardien que tu connais bien. Oui, effectivement, je connais bien son histoire. Il sera pas remplacé parce qu'il est capitaine de cette équipe et c'est l'un des leaders. C'est presque une idole nationale là-bas. Donc c'est l'un des plus grands sportifs et champions qu'ils ont jamais eu. Il sera évidemment pas remplacé pour ce deuxième match. Et j'ai envie de dire, alors c'est vrai que moi j'avais bien suivi l'Iran depuis plusieurs années et ils avaient fait je savais que c'était une équipe solide, mais l'Iran ils en ont pris 6 au premier match contre l'Angleterre et ils ont battu cet après-midi le Pays de Galles.
Alors je dis pas que le Costa Rica aura la même destinée forcément que l'Iran, mais attention, hein, c'est pas fini. Attention au sursaut d'orgueil. Attention voilà, ils vont affronter le Japon. Alors le Japon a battu l'Allemagne, mais peut-être que le Costa Rica a plus de chances de battre le Japon que contre l'Espagne. Donc je pense qu'il faut quand même attendre le deuxième match. Effectivement, si au deuxième match ils reprennent la même route. Pour revenir sur les Bleus, Koundé à droite, why not, mais ressortir Varane maintenant, si c'était le cas, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque de reblessure? Et une reblessure, ça peut être catastrophique. Clément. Oui, il y a toujours un risque. Après, il a quand même une préparation personnalisée depuis plusieurs semaines, plusieurs jours. On voit qu'ils ont été patients avec lui, qu'ils ont vraiment été doucement, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse et ce qu'on sait de l'intérieur du groupe. Et voilà, ça a été vraiment, vraiment travaillé minutieusement. Après une Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Et on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Là, il en reste plus que 6 déjà. Au maximum, évidemment. Enfin, dans le meilleur des cas, oui. Voilà. Ils l'ont mieux géré que Benzema. Oui, et puis à un moment donné, si tu l'as convoqué, que tu comptes sur lui, que c'est l'un des piliers, il va falloir le faire jouer à un moment donné. Il y aura le risque, quoi qu'il arrive. Vaut mieux peut-être qu'il se pète contre le Danemark plutôt qu'en plein milieu du 8e de finale. Et qu'on ait à le changer au milieu. Si jamais il est pas apte, vaut mieux le savoir maintenant, je pense. Donc non, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et il y a toujours un petit risque, mais on va vite voir son état physique de toute façon contre le Danemark. Nadir ? Non, oui, je pense que c'est très bien calculé de Deschamps, parce que prendre le risque de le mettre maintenant, même s'il se blesse, il faut garantir quelque part la victoire. Et s'il y a victoire, deuxième victoire, donc automatiquement, on peut être certain de passer le tour. Et je pense que c'est comme ça que Deschamps fonctionne, parce que le plus important, c'est de passer le tour. Oui. Quitte à le perdre. J'ai une question pour vous, je m'adresse à tous les spécialistes et à Clément qui nous écoute, qui participe. Est-ce que cette formule exclut toute forme de calcul, de terminer premier, de terminer deuxième, pour éviter d'avoir à affronter tel ou tel, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une petite part de calcul dans la tête des équipes et des sélections? Je ne sais pas, parce que qui affronterions-nous si nous étions premier ou deuxième? On prend le premier. Si on est premier, on prend le deuxième du groupe de l'Argentine. Et si on est deuxième, on est le premier du groupe de l'Argentine. Et est-ce que ça, Clément, c'est pas quelque chose où on peut calculer? Oui, c'est ça le problème. Rappelons-nous, il y a 4 ans, quand on a joué le Danemark, déjà en 3e match, on était déjà qualifié. C'était le plus mauvais match du mondial 2018. Une purge. Voilà. Et on l'a fait en direct, une purge. Voilà. Et on se disait, est-ce que c'est le bon plan de finir premier, sachant que l'Argentine a terminé deuxième? Bon, ça va, on les a éliminés. Et est-ce que ça peut pas inciter à faire des calculs? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, on n'a aucune idée, compte tenu de la configuration de la poule D, qui est assez invraisemblable, de la poule C, pardon. Oui, de l'Argentine. De l'Argentine. On n'a aucune idée de qui finira premier, deuxième, etc. Ça peut tout à fait être l'Arabie Saoudite et le Mexique, qui se qualifient. Donc, je pense qu'il n'y a aucun calcul. Je pense que là, il faut absolument assurer la qualification. Et surtout, en face, je pense que dans les poules qu'on voit jusqu'à présent, ceux qui finiront premiers seront tout simplement les plus forts. Non, mais c'est plutôt pour le 3e match qu'il peut y avoir un calcul, pas pour le deuxième. Le 3e match, s'il y a un risque de ne pas finir premier, il n'y aura pas de turnover. Oui, c'est ça. Que je veux dire. C'est que Deschamps fera tout et toutes les équipes feront tout pour finir première de leur poule. Parce que quand on regarde les matchs pour l'instant, les premiers ont quand même une nette avance, ont une nette supériorité dans le jeu. Que les seconds. Si je parle de l'Angleterre, par exemple, du Portugal, on aura peut-être confirmation dimanche de l'Espagne. C'est des équipes qu'il faut éviter. Et si dans la poule de l'Argentine, je dis une bêtise, mais le Mexique ou la Pologne, l'Arabie Saoudite gagne ses 3 matchs et finit premier, et ben c'est que l'Arabie Saoudite est plus forte. Il faudrait mieux éviter l'Arabie Saoudite et peut-être rejouer l'Argentine, qui a un niveau quand même assez inquiétant pour l'instant. Donc moi, je ne crois pas du tout à un calcul. Vaut mieux finir deuxième pour jouer le premier, qui paraît plus faible. Non, je pense pas à ça. Non, puis si calcul il y a, c'est pas maintenant. Moi, je pense que là, en fait, tout converge dans le même sens sur le fait qu'il faut gagner. Parce que si on gagne ce deuxième match, ça veut dire qu'on se rapproche de la qualification. Si on gagne le troisième, ça veut dire qu'on finit premier, qu'on joue le deuxième de l'autre poule. Donc c'est à chaque fois, on engrange. Et donc ça pousse plutôt à être offensif, ce que je trouve intéressant. Et par ailleurs, moi, j'ai pas d'avis particulier sur Varane. Je suis pas un assez grand spécialiste, justement. Mais ceci dit, je fais confiance à Deschamps. Je sais que c'est le grand sport national français, c'est de dire l'entraîneur, le sélectionneur, il est nul, faut
ça, de contester les choix. On l'a vu à l'œuvre. C'est quelqu'un, moi j'aime bien ce style-là. Il est pas flamboyant, il fait pas des grandes déclarations. Il est sérieux, mais justement, moi je pense que le sérieux c'est bien, y compris et surtout dans une grande compétition comme la Coupe du Monde. Il ne ferait pas jouer si. Moi je voulais rappeler qu'évidemment qu'il y a des calculs et des scénarios possibles. Ils évoluent en fonction de l'évolution de l'équipe face aux différents matchs. Mais bien sûr que ça se resserre et c'est plus précis à un moment donné. Un premier match et un dernier match ne se calculent pas et s'envisagent pas de la même façon. Donc à partir de là, bien évidemment qu'il y a des scénarios. Preuve en est, c'est tactique aussi et c'est comme ça qu'on met les joueurs en place selon les matchs et selon les prévisions des futurs matchs. Est-ce que c'est un bon étalon, le Danemark ? Parce qu'on a joué, tu l'as dit, l'Australie, c'est quand même pas le Brésil, même s'ils ont un maillot jaune. Est-ce que c'est pas un match où on va voir vraiment ce que vaut l'équipe de France? C'est pas le match. Le Danemark est l'un des outsiders de cette compétition. Je pense la même chose que ça. Un gros outsider. Ça veut dire une des 5-6 meilleures équipes des engagés, de même qu'avec peut-être les Pays-Bas, dont on parle peu. Je ne sais pas exactement quel est le score actuel. Ils avaient 1-1 il y a quelques secondes. Je vous confirme le score. Oui, en tout cas, voilà, il y a des équipes qui sont vraiment des outsiders, qui peuvent aller loin et peut-être même au bout. Et le Danemark en fait assurément partie. Et François a tout à fait raison. Il faut gagner ce match. C'est un outsider, le Danemark. Surtout quand on voit ce qu'ils ont vécu il y a 1 an et demi, le miracle de la résurrection d'Eriksen, qui fait une crise cardiaque sur le terrain, ses coéquipiers qui pleurent, il revient à la vie, il joue, premier ballon qui touche, il la met au fond, un but splendide. Est-ce que ça... L'histoire est dingue. C'est pas une histoire dingue qui dit que cette équipe, elle a peut-être des miracles devant elle. Moi, si elle va jusqu'en finale, ça me va très bien si on gagne. Moi, je suis assez rationaliste, donc je crois pas trop au miracle et au signe. Mais bon, après, et puis je soutiens les Bleus, donc je souhaite qu'ils gagnent face au Danemark. Il nous reste à peine 1 minute pour engranger, en tout cas, de l'optimisme. Les pronostics. Allez, on y va. La France va gagner. Combien? 2-1. Engagez-vous. Nelson. Je vais dire pareil que Philippe. 2-1 ou 2-2. Voilà. Non, moi, si elle est vraiment bien mentalement, je pense qu'elle peut faire 3-1 facilement. Ah, pas mal. Allez, il faut varier un peu là, je vais dire 3-2 parce qu'ils sont très offensifs mais peut-être un peu moins bons en défense, donc comme les face à une grosse équipe, 3-2 et vous, pour la France, et vous, Philippe. Ton prono, je vais le donner, mais Clément d'abord. Moi je vais dire 2-0 parce que j'ai pas été impressionné par le Danemark contre la Tunisie. Okay, moi je vais dire un 3-1 aussi, et vous Cécile? Et moi je vais dire un 3-0. Bam. Pour la France? Bah oui. Qui dit mieux? Ça rappellerait l'Euro 2000. Merci beaucoup Clément Pernia et verdict sur Twitter. Vous êtes quand même plutôt optimiste globalement. Vous voyez bien nos Bleus s'imposer. Alors attention, il n'y a pas... 3-0, je trouve que Cécile est très optimiste, mais que ça nous éviterait d'avoir des problèmes cardiaques pendant le match. Vous êtes 48% à avoir une victoire française, 21 nuls et 31 une victoire danoise. Et si la France est battue, on aura l'air fin lundi. Voilà, c'est ça. Et personne ne s'en souviendra. Allez, le France, merci Philippe Bilger, merci Nelson Montfort, merci Nadir Kaya, merci François Drugy, merci Philippe David. On vous retrouve tout de suite pour une émission spéciale pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes avec une des voix de Sud Radio, Muriel Réus. À tout de suite.